Tiens mon petit, tout a bien travaillé. Ah super, une bouteille sans étiquette. J'en ai vraiment toujours rêvé, hein. L'année commence bien. Y a quoi dedans? Ah, le vin c'est un peu comme une roulette russe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de discuter vin. Il y a eu un peu de changement ces derniers temps, on se retrouve à présent tous les mercredis à partir de 18 h sur YouTube afin de pouvoir discuter pinard et déguster des petites informations bien tentées ensemble. En ce début d'année 2021, je vous souhaite bien entendu le meilleur et je vous propose de reprendre à zéro les bases du vin. La thématique dont nous allons discuter aujourd'hui m'a été proposée par Charlie, un ami à moi, qui me confiait qu'il avait des difficultés à comprendre les étiquettes de vin lorsqu'il devait les choisir, que ce soit chez le caviste ou en magasin, et j'ai trouvé la thématique extrêmement pertinente puisqu'effectivement c'est un peu la croix et la bannière quand on est devant ces murs de bouteilles pour essayer de savoir ce qu'on veut et quel vin pourrait nous correspondre. Maintenant que le nouvel an est passé, qu'on a arrêté de voir double, il est temps de se concentrer sur la lecture des étiquettes des bouteilles de vin. Alors, d'où ça vient? Comment est-ce qu'on peut les lire? Quelles sont les informations nécessaires à mettre sur une étiquette? Et surtout, comment est-ce que je peux vous aider à choisir votre vin? Eh bien, on va voir ça ensemble. Je vous souhaite une bonne dégustation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous inviter bien entendu à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de ne manquer aucune vidéo des 5 minutes pour comprendre le vin. Vous me connaissez à présent et vous savez à quel point j'adore commencer par la définition des termes du sujet, et alors on va essayer de comprendre ce qu'est une étiquette. Tout simplement, c'est un élément qui permet d'orienter le choix du consommateur. Initialement, nous avions plutôt des marques, puisque le vin a longtemps été transporté soit dans des barriques en bois et même plus anciennement dans des amphores en terre cuite. Ces contenants étaient marqués donc avec le sceau ou la référence du producteur, voilà, tout simplement pour le distinguer des autres et pouvoir retrouver facilement ses produits. Tout ça commence à l'Égypte antique, il va falloir faire un bond jusqu'au XVIIIe siècle pour arriver à cette espèce de révolution dans le monde du vin, puisque on a réussi à cette époque à standardiser les modèles de bouteilles. La standardisation des bouteilles et donc de leur taille quelque part a permis l'émergence d'étiquettes standardisées également, puisqu'il fallait bien labelliser le vin qu'il y avait à l'intérieur. Grâce à la démocratisation de l'imprimerie ainsi qu'à la lithographie, les étiquettes ont commencé à foisonner dans les domaines pour justement identifier les bouteilles. Fun fact, c'est la Champagne qui est la première région de France à avoir des étiquettes sur ses bouteilles. Mais ça suffit avec l'histoire, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Je vous ai dit, les étiquettes sont apparues au XVIIIe siècle et aujourd'hui au XXIe, vous vous doutez bien que, étant donné qu'on a énormément de pays dans le monde qui produisent du vin, il a fallu un petit peu normaliser l'étiquette en elle-même. Pour qu'on soit tous bien d'accord avec les termes du sujet, je vais vous montrer un exemple. Voici une bouteille de vin avec une étiquette et une contre-étiquette. Sur cette étiquette et sur cette contre-étiquette, on a des mentions qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatives. Bien entendu, pour des raisons pratiques évidentes, je vais me concentrer sur les vins français, mais il faut savoir que forcément, la France étant un pays européen, certaines normes émanent non pas de la loi française, mais plutôt des normes européennes. Concrètement, sur une étiquette, les mentions obligatoires que l'on trouve sont 1. Le nom du domaine et l'adresse du producteur. 2. Les mentions spéciales et spécifiques géographiques ou non, par exemple s'il s'agit d'indications géographiques protégées ou d'appellations d'origine contrôlée, ce genre de choses. Le pays d'origine du vin est également important, on a le taux d'alcool qui est présent dans la bouteille et enfin on a la contenance de la bouteille, donc si c'est 37 centilitres ou 75 ou plus c'est l'affinité. Ah, j'oubliais, il y a également le numéro du lot puisque il faut savoir que les domaines ont une quantité à ne pas dépasser dans leur production et que les bouteilles sans étiquette ne peuvent être vendues. J'ai le parfait exemple avec moi, c'est un ami qui me l'a déposé pour me remercier d'un service qui m'a apporté une bouteille sans étiquette sur laquelle j'ai dû inscrire moi-même ce qu'il y avait à l'intérieur et le millésime puisque cette bouteille typiquement dépassait le quota du domaine.
Pour que tout soit plus clair pour vous, j'ai choisi une étiquette d'un imprimeur qui nous a fait ça avec des exemples absurdes afin que vous puissiez visualiser les informations sur les étiquettes. Nous avons donc sur cette étiquette le taux d'alcool, la contenance de la bouteille, on a l'adresse du vigneron, le nom normalement du vigneron, si le vin est d'appellation d'origine contrôlée, donc AOC, et ensuite on a le nom du domaine et le nom de la cuvée qui s'inscrit. Il faut savoir que l'étiquette du domaine est à la libre appréciation du propriétaire. Cela sous-entend qu'il peut ou pas y avoir de contre-étiquette sur la bouteille, c'est vraiment en fonction de la charte graphique du domaine. Certaines étiquettes, et ce n'est pas le cas sur celle que je vous ai montrée, ont directement les mentions, par exemple attention femme enceinte, etc. Avoir une contre-étiquette n'est pas gage de qualité, et l'inverse est tout aussi vrai, et c'est là qu'apparaissent notamment les mentions facultatives. On note notamment le pourcentage de raisins qui est utilisé, donc les raisins dans le vin on appelle ça des cépages, donc on n'est pas obligé de dire s'il y a plusieurs cépages de mélanger, combien en quantité cela représente, on peut ne pas les citer et dire que c'est un assemblage, on peut les donner comme ça en bouquet ou on peut être un petit peu plus précis en donnant des pourcentages. Encore une fois, c'est à l'appréciation de chaque propriétaire de domaine. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter les médailles qui sont reçues ou le type de viticulture, si elle est biologique, si elle est biodynamique et si le domaine est référencé dans les organismes qui régissent tout ça. Ça sous-entend bien entendu que c'est valorisant pour un domaine d'apposer la médaille qu'il a reçue, mais c'est pas parce qu'un vin n'a pas reçu de médaille qu'il n'est pas bon. On n'indiquera pas non plus l'ensemble des parties prenantes qui ont participé à la création du vin, puisque certains domaines, donc certains vignerons qui cultivent le vin ne sont pas ceux qui le produisent. Donc un vigneron ne crée pas nécessairement son vin, il peut simplement vendre ses raisins. On ne peut pas inscrire toutes les étapes et les parties prenantes sur la bouteille, il y aurait beaucoup trop d'informations, c'est pourquoi cette mention est facultative. Et enfin, le domaine n'a pas d'obligation d'orienter le consommateur vers un accord nourriture-vin. Je pense d'ailleurs à ce stagiaire qui a fait l'étiquette de ce fameux vin vegan en proposant un assortiment avec une viande rouge. Celui-là, il aurait peut-être dû s'abstenir. Je ne sais pas si vous avez fait du droit, mais en tout cas, moi c'est mon cas, et ce qu'on m'a appris, c'est qu'il y avait la règle, l'exception et l'exception d'exception, et le vin finalement fonctionne un petit peu pareil. Je vous ai dit, il y a des mentions obligatoires, des mentions facultatives, mais surtout des spécificités régionales. Donc, on notera que par exemple pour les vins qui comportent des bulles, il y a des spécificités et des obligations qui s'ajoutent, notamment d'indiquer le millésime s'il s'agit d'une cuvée d'exception, et il y a également l'obligation d'indiquer le taux de sucre qui est présent dans le vin, puisque ça indique la catégorie du vin à bulles, donc c'est-à-dire s'il est sec, demi-sec, brut, etc. Bon. Clairement, ça fait beaucoup d'informations et tu m'étonnes qu'on soit pas capable de trouver la bouteille qui nous fait plaisir au magasin. Alors quels sont mes conseils pour vous orienter forcément dans votre sélection de vins ? J'ai tourné cette question dans tous les sens et j'arrive toujours à la même conclusion, c'est que malheureusement le vin ça se pratique. Et je dis ça dans le bon sens puisque finalement je rappelle que quand on déguste du vin il faut avoir confiance en soi. C'est pas parce qu'on se sent pas expert qu'on ne peut pas apprécier le vin, et moi ce que je vous conseille c'est surtout qu'à chaque dégustation vous ayez la curiosité de vous concentrer sur les sensations, d'essayer de rapprocher des odeurs que vous connaissez d'autres lieux, de la cuisine, de l'extérieur, de vos balades, etc. Essayez peut-être de les retrouver dans le vin. Par exemple, moi je suis une enfant de la vallée du Rhône Nord et il se trouve que dans cette région viticole là, le cépage principal est la Syrah. La Syrah c'est un cépage qui aime la chaleur et qui franchement nous en met plein la gueule quand on le déguste, mais surtout il est connu pour ses arômes de fruits des bois, donc plutôt mûres, myrtilles, ce genre de choses, et également des arômes poivrés. On sait ce que sentent les épices et surtout le poivre, et on connaît également des arômes de mûre et de myrtille. Vous allez lier certains arômes au cépage s'ils sont indiqués, et au fur et à mesure vous allez construire le schéma, prendre conscience des arômes caractéristiques, comme on le dit, qu'il y a dans le vin. Et sachez et gardez en tête qu'il y a énormément de cépages, ne serait-ce qu'en France, et je vous parle pas du nombre de cépages qu'il y a dans le monde. On ne peut bien entendu pas tout connaître, mais c'est déjà une ficelle qu'on peut essayer d'attraper lorsqu'on essaye de comprendre le vin.
Du reste, vous avez également la possibilité de vous fier au terroir. Là encore, je me concentre sur les vins français, mais ça vaut un petit peu pour tout en fonction de vos connaissances de la géographie. Vous le savez, la France a la chance d'avoir une pluralité de climats assez impressionnante. On peut raisonner avec la température et les variations météorologiques. Sachez que le vigneron n'est pas bête et qu'il oriente son choix de raisin en fonction de la qualité et de son sol et de son environnement, donc les températures, etc. Donc on peut supposer, et c'est le cas, que dans le sud de la France, les cépages vont être friands de soleil et de chaleur et de sécheresse, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le vin. Ce sont des vins donc gorgés de la puissance du soleil qui vont être donc puissants à leur tour avec des arômes bien marqué. Si on se dirige un petit peu plus vers le nord, on va avoir par exemple en Alsace ou en Champagne ou même dans la région la plus au nord de la Bourgogne des vins qui seront plus secs, un petit peu plus acides. Je pense à Chablis, je pense au Gewürztraminer ou encore même au Champagne. Leur point commun est notamment le chardonnay pour un cépage blanc et donc ces caractéristiques-là vont se retrouver de région en région. Le seul sol va changer et faire que le goût va varier. Pour terminer, on a également le millésime à prendre en compte puisque ça va jouer en parallèle du terroir sur la qualité du vin. Je vous le disais, par exemple, le soleil et l'ensoleillement, on va dire, plus généralement de l'année, est extrêmement important. Rappelez-vous que la vigne est un végétal et qu'elle a besoin de suivre un cycle régulier en fonction des saisons et qu'il vaut mieux pas que le temps soit trop chamboulé pour avoir en gros un vin correct. Forcément, la qualité du millésime impacte le prix, il faut donc faire un petit peu attention et savoir ce qu'on veut. Vous l'aurez compris, dans tous mes conseils, je ne m'attache pas au nom des producteurs ou au nom des cuvées parce que quand on ne connaît pas le vin, c'est trop compliqué de prendre en compte tous les domaines qu'il existe. Bien entendu, on sait qu'il existe des vins de référence dans certaines régions, des bouteilles qui sont plus ou moins médiatisées. Après, c'est à vous de voir ce que vous cherchez. Bien entendu, je ne critique pas les choix marketing des domaines puisque ce sont leurs produits, ils en font bien ce qu'ils veulent. Je vous incite juste à avoir la curiosité et l'ouverture d'esprit lors de la dégustation, ce qui vous invite finalement à boire conscient, et c'est un petit peu ma démarche, vous expliquer comment savoir boire. Et ça me permet de rebondir sur le dernier conseil que je voulais vous fournir. Comme on ne juge pas un livre à sa couverture, je vous invite à ne pas juger les étiquettes des bouteilles de vin en pensant directement que ça va être un mauvais vin puisque l'étiquette est mauvaise. Ce n'est pas le cas, on n'a pas tous la chance d'avoir des talents de graphiste innés, on n'a pas tous le budget et ça dépend énormément des régions pour mettre justement dans une recherche d'étiquettes sophistiquée et on est régulièrement surpris par la qualité du vin qui se trouve dans la bouteille comparée finalement à la qualité plutôt bof des étiquettes qui ornent la bouteille. Mais qui suis-je pour dire que c'est moche? Pour en revenir concrètement au sujet des étiquettes, je rajoute la dernière toute petite information, c'est qu'il existe une niche dans le game de la collection, c'est la collection des étiquettes de vin et ça s'appelle l'œnographilie. J'ai mon ami Jean-Nicolas du blog Bovin qui en a fait un article récemment, je vous mettrai en barre d'infos, c'est extrêmement intéressant pour ceux qui sont curieux de ces collections. Allez, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Le format est un tout petit peu plus long que sur Instagram puisque la plateforme s'y prête et j'espère que j'ai été assez complète dans mes informations. Bien entendu, comme chaque semaine, je vous invite à replacer ces informations dans une conversation que vous aurez pour épater la galerie ou épater votre caviste éventuellement. Je vous invite bien entendu à liker, commenter et partager cette vidéo, à me soumettre éventuellement la prochaine thématique que je pourrais aborder. Comme nous sommes sur une nouvelle plateforme, je ne peux que vous inciter à vous abonner et à activer la cloche. Je remercie encore une fois Charlie de m'avoir soumis cette thématique qui était extrêmement intéressante à traiter et à filmer. Il ne me reste plus à présent qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à mercredi prochain et surtout, santé!